suis le JT. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'actualité. À l'entame de cette édition, sous le haut patronage de Tahir Hamid Guileng, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, de la Planification et de la Coopération internationale, la Direction générale des impôts a procédé donc ce matin au lancement officiel d'une vaste campagne nationale de sensibilisation à l'intention des contribuables. Cette initiative de la Direction générale des impôts ambitionne de promouvoir le civisme fiscal et la vulgarisation des avantages du système électronique e-tax. On fait le point avec Chanel Alao. Dans le cadre du processus de réforme et de modernisation des finances publiques soutenu par la Banque mondiale, l'administration générale des impôts a donné le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation numérique. Cette opération porte particulièrement sur le civisme fiscal, l'utilisation du système électronique e-tax, la facturation électronique unifiée ainsi que sur le respect des obligations fiscales. M. Moustapha Mohamed, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, a salué cette initiative qu'il qualifie d'un pas décisif vers une gouvernance budgétaire moderne et inclusive. Il a souligné que ce projet cadre parfaitement avec l'engagement des institutions à renforcer la mobilisation des ressources internes et à améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques et à soutenir un développement durable et équitable au Tchad. La Banque mondiale est fière d'accompagner cette initiative qui s'inscrit pleinement dans nos engagements communs pour renforcer la sensibilisation et la mobilisation des ressources domestiques, améliorer la gouvernance financière et soutenir le développement durable au Tchad. Prenant la parole à son tour, le directeur général des impôts, M. Henri Bayrari, a exprimé sa gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque mondiale. Il a mis en exergue les atouts du dispositif e-tax qui permet désormais aux contribuables de déclarer et de régler leurs impôts en ligne à tout moment, en tout lieu. Ce mécanisme innovant réduit considérablement les tracasseries administratives, supprime les longues files d'attente et diminue les coûts liés aux procédures fiscales. Il y a une mobilisation notable des recettes domestiques, il y a une meilleure traçabilité des opérations et un suivi automatisé des dossiers fiscaux et une grande simplification et facilitation des procédures fiscales dans les relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Cette campagne nationale entend démocratiser l'accès à l'outil numérique et faciliter leur appropriation par chaque citoyen, chaque opérateur économique et chaque acteur du secteur privé. L'objectif est d'accroître efficacement la mobilisation des ressources fiscales afin de soutenir les efforts de développement et de modernisation du pays. Il convient de rappeler que cette réforme s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration fiscale tchadienne amorcée depuis 2022 par le ministère des Finances avec pour finalité de rendre le système fiscal plus transparent, plus inclusif et résolument tourné vers l'efficacité numérique. Chanel Alao, après 14 années de dur labeur, le projet Ndolé City vient de se concrétiser. Ce 29 août marque le grand jour dans l'histoire de Impex Trading Sarl, avec la signature du protocole tripartite, une signature qui permettra de déclencher un financement de plus de 6 500 milliards de francs CFA pour le projet pilote. Première phase Ndolé City à Sikoum, dans la commune de Dipamba. On fait le point donc avec Béram Christian et Nabi Malachi, envoyés spéciaux. C'est fait, c'est scellé et c'est réel. C'est la signature historique du protocole d'accord tripartite entre l'État du Cameroun, Impex Trading Sarl et les investisseurs. Une cérémonie placée sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État camerounais, pour l'exécution du projet Ndolé City. Ndolé City est un projet visionnaire qui ambitionne créer une nouvelle ville moderne, écologique, touristique et surtout digitale à Sikoum, dans la commune de la Dipamba, une ville qui s'étend sur 1500 hectares.
Ce matin, la salle de Hilton à Yaoundé est pleine à craquer. Des cadres ou des partenaires, investisseurs, chefs traditionnels, bref, différentes corporations ont marqué cette date historique. Ce fut un moment rempli d'émotions, couronné des prestations artistiques taillées sur mesure. Tout a commencé par l'hymne du Cameroun, puis le moment tant attendu qu'est le moment de la ceinture. Unis par la vision, propulsés par la confiance, le promoteur, architecte de formation et financier à la base, a exprimé au nom de son staff sa reconnaissance au Dieu Tout-Puissant pour la grâce d'en arriver à ce résultat. Il fait ensuite la situation. En 14 ans, 5300 entreprises internationales ont été mobilisées, dont la plupart sont cotées sur les principaux marchés financiers. Une projection de 12 000 entreprises, petites et moyennes entreprises. Un bilan total pour ces entreprises, cité plus haut, évalué, s'il vous plaît, excusez-moi du peu, à 5 000 milliards de dollars d'actifs. À son tour, le ministre du Tourisme camerounais, représentant le Premier ministre chef du gouvernement, exprimant la reconnaissance et la bonne volonté des plus hautes autorités à accompagner ce projet qui, selon lui, va absorber une bonne part du chômage dans le pays. Le ministre de lancer qu'avec Ndolé City, l'avenir commence maintenant. Le projet pourra créer près de 2 millions d'emplois décents, directs et indirects, ce qui induira une baisse du taux de chômage dans notre pays et relèvera le niveau de vie de plusieurs Camerounais. Cet accord marque une étape majeure dans le renforcement des relations économiques et ouvre une nouvelle perspective pour l'investissement, la création de valeur et le développement durable au Cameroun et partant toute l'Afrique centrale. Ndolé City de Blaise Toubi. Depuis Yaoundé au Cameroun, Migamash Biram Christian et Nabi Malachi pour la chaîne citoyenne ITV. Toujours avec nos reporters, le ministre camerounais du Tourisme représentant le Premier ministre chef du gouvernement s'est dit très confiant et rassure l'Assemblée pour les engagements du gouvernement tout en confiant qu'il fera personnellement le suivi avec les membres du gouvernement. Permettez-moi de vous présenter les engagements que le gouvernement prend dans le cadre de la signature du présent protocole d'État. Dans le cadre de ce protocole, l'État s'engage à travers le ministère du Tourisme et des Loisirs à faciliter les démarches administratives nécessaires, à fournir un accompagnement technique dans l'identification des sites touristiques pour des aménagements conséquents, à mettre à disposition le fichier des tours opérateurs, à faciliter les procédures pour la réalisation des projets touristiques intégrés, à faciliter les conventions de collaboration avec les tours opérateurs et les opérateurs hôteliers, enfin à faciliter l'accompagnement technique dans le cadre de la promotion du tourisme et des loisirs. Sur la base de ces engagements de l'État, je vais dès lors m'adresser au président du consortium World Dream Investment pour vous rappeler solennellement et publiquement, avec force et emphase, que le très haut patronage du président de la République dont bénéficie ce projet vous offre la caution institutionnelle le plus élevé au niveau de l'État. Par conséquent, vous avez l'obligation de réussir. Le nom du chef de l'État ne pourrait être associé à un quelconque échec. En tout cas, en ce qui me concerne, j'y veillerai sur la coordination du Premier ministre chef de l'État. Et puis quelques partenaires et investisseurs rencontrés en marge à la cérémonie de clôture apprécient le projet à sa juste valeur. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux Biram Christian et Nabi Malachi. Moi, le roi de l'Afrique, qui vient dans les fins fonds de l'Afrique centrale, du Sud Cameroun, Sa Majesté Koulambe Chérif,
vraiment que l'Africain et le Camerounais qui accueillent en premier ce projet soit celui qui passe la main à toute l'Afrique et que toute l'Afrique voit ces innovations touristiques. C'est un sentiment de satisfaction parce que la signature tripartite entre l'État du Cameroun, Impex Trading et les investisseurs est un grand événement. Pourquoi grand événement? Parce que cela représente une très grosse opportunité pour l'économie camerounaise. 6 500 milliards, ce n'est pas tous les jours qu'on voit cela. C'est quelque chose qui va rebooster l'économie camerounaise à travers le financement des PME et surtout la matérialisation du projet de l'Est à Sikoum qui va permettre d'avoir une Smart City au Cameroun. Je connais bien Junior, justement, je l'ai rencontré au Tchad. Il était mon client au Hilton pendant 6 mois. Parce à l'époque, il avait un projet qui s'appelait les Brasseries du Tchad. Et moi, j'aime les personnes qui rêvent. Parce que j'ai travaillé pour une société aux États-Unis qui s'appelle Disney et qui est sortie d'un rêve d'un individu. Donc quand vous avez des individus comme Junior, M. Gosso, et qui ont des rêves, il faut les accompagner. Beaucoup de choses à faire en Afrique. Je suis moi-même originaire de la Guadeloupe, avec des ancêtres qui sont du golfe de Guinée. Et donc j'ai fait le Tchad, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Kenya, maintenant le Cameroun. Et les problématiques sont les mêmes partout. Problématiques de l'eau, problématiques des infrastructures. Donc il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Moment précis, moi je remercie mon frère, mon ami Mohamed Abari, qui a une vision comme la nôtre. Et puis on a crié à ce projet. Et grâce à lui, nous sommes venus ici signer ce partenariat avec Impex Trading. C'est une journée vraiment agréable pour nous et nous sommes très contents. Ce qu'il nous reste, c'est juste de serrer notre ceinture et faire le travail comme prévu. C'est un réel plaisir d'assister à cet événement. C'est un événement qui est d'abord grandiose, un événement très important pour le Cameroun. Et j'aimerais que ça vienne chez nous, mais malheureusement. Et ce projet va se réaliser, va se concrétiser ici au Cameroun. Et ça donne des opportunités aux Camerounais dans le cadre des emplois et tout d'autres, c'est très important. Et puis l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, son Excellence Dida Moussa Othman, s'est prononcé positivement par rapport à l'importance de ce projet pour le développement socio-économique de l'Afrique centrale. Ouais, c'est un sentiment de joie et je souhaite qu'une telle cérémonie se passe chez nous dans la mesure où elle entre dans le cadre de Tchad Connexion 2030 et ça permettra également à nos hommes d'affaires de prospérer et à notre jeunesse de trouver du boulot par rapport à ce que vient de dire le ministre du tourisme camerounais. Je crois qu'une telle initiative ne fera que nous encourager et nous stimuler dans la recherche du bien-être social de la population du Tchad. La page société à présent, le conflit éleveurs-agriculteurs et le trafic des mineurs constituent des difficultés auxquelles font face les autorités administratives de la ville de Goundji, donc la province du Mandoul. Des précisions avec notre correspondant à Kumbra, chef-lieu de la province du Mandoul, en Konoïté Rimadita. Goundji, chef-lieu d'un des départements de la province du Mandoul, est situé à environ 70 km à vol d'oiseau de Kumbra. Bien arrosés par les eaux de pluie pour la campagne agricole en cours, les paysans avaient débuté leur labour dans de bonnes conditions. Cependant, plusieurs difficultés sont à signaler dans ce département plus qu'enclavé. Le sous-préfet de Goundji, Saleh Tahir Ateb, que nous avons rencontré à sa résidence, se prononce sur les difficultés d'ordre social que rencontre la population de sa circonscription, notamment en matière de conflits éleveurs-agriculteurs et le trafic des enfants vers le nord du Tchad. Les éleveurs en transhumance, ils quittent le Tchad pour aller en Centrafrique pendant la saison sèche. À leur retour, ils ne maîtrisent pas les parcelles cultivées. Du coup, les bœufs
rentrent dans les champs. Et donc, c'est eux qui nous créent tellement de problèmes. Ici à Goundé, les couloirs de transhumance sont tracés. Chacun est tenu de les respecter. Le conseil que je peux donner est que les animaux se déplacent, mais les champs cultivés ne bougent pas. À mes frères éleveurs, il est inadmissible qu'un pauvre producteur cultive son champ durant 3 à 4 mois et qu'en une journée, les bétails viennent tout dépasser. Il y a un autre aspect que je voudrais souligner, c'est celui des petits-enfants qui n'ont pas la capacité de garder les bétails et qu'on les mette derrière un troupeau de plus de 100 à 400 têtes de bœuf. Qu'est-ce que ce petit pourra faire? Ça, c'est un. De deux, les bouviers qui sont recrutés consomment des boissons prélatées qu'on appelle communément ngirek, mais aussi ce qu'on appelle tramol. Nous confions tout ça au comité d'entente et de médiation et en tant qu'autorité, nous faisons les tournées de sensibilisation. Je prie les éleveurs de réfléchir avant d'agir. Une autre difficulté d'ordre social, comme on parle, mais je n'ai pas encore vu, est celle du trafic des enfants. Je pense que tout ça, c'est de la responsabilité des parents. Et les complices sont les chefs de village et certaines qu'on appelle boulama. Nous cherchons toujours des voies et des moyens pour cela. Même si le trafic d'enfants s'effectue par un réseau de trafiquants et échappe à la vigilance des autorités à différents niveaux, il faut noter que cette pratique va crescendo dans les cantons de Goundé, Ngangara, Maïmtoki, Murungulei, Dobo, bref, dans les 9 cantons Goulé et mérite l'implication des ressortissants des 10 cantons aux côtés de certaines organisations de défense des droits de l'homme. Et puis de Combra, nous revenons ici à N'Djamena avant la construction du nouveau pont. L'ancien pont de Chagua était le seul reliant donc plusieurs quartiers de la ville, causant ainsi des embouteillages monstres. Mais avec la construction du deuxième pont à double voie sur le fleuve Chari devrait permettre une meilleure fluidité du trafic et réduire donc la pression sur l'ancienne structure. Kodimadi Bitoubana Hortense a interrogé quelques habitants du 9e arrondissement sur la qualité et les avancées des travaux. Voici ce qu'ils pensent. Concernant la construction du pont, nous, on n'a pas d'autres soucis. On voit que ça évolue bien. Il n'y a pas quelque chose à rejeter, c'est toujours bien. Même si n'est pas encore achevé, c'est en une bonne évolution. Ça, on a besoin qu'il accélère pour finir vite devant. On n'a pas d'autres soucis avec eux. Concernant notre nouveau pont, je crois que le travail avance bien et j'apprécie également le nouveau pont parce que c'est bien construit. Je crois que c'est le plus meilleur pont de ce pays, quoi. Donc, j'apprécie beaucoup. Je pensais que peut-être on allait déjà traverser, mais depuis lors, je ne vois pas encore les gens traverser sur ces nouveaux ponts. La route maintenant est très bonne et puis leur travail, c'est bien. Ils ont vraiment fait leur travail là. Ils ont vraiment réussi parce que je vois que ça va beaucoup aider les gens qui sont en moto ou ceux qui sont en véhicule. Sinon, on avait une seule voie, de la double voie, et puis l'autre voie ici, là, on a trop d'embouteillages. S'ils ont construit cette ruelle, vraiment, ça nous fait trop plaisir. Nous sommes toujours en société, bien qu'elle soit interdite par les hautes autorités, les entreprises produisent de l'eau en sachet communément appelée eau pure. S'implantent de plus en plus en N'Djamena et dans les environs. Les sachets d'eau utilisés et jetés polluent l'environnement et sont aussi la cause de plusieurs maladies. Voici le constat d'Ekoinito Jacques Jeannette. Partout dans les rues de la capitale, dans les marchés ou encore dans les gares routières, l'on constate la présence des adolescents dont l'âge oscille entre 12 et 25 ans. Faufilant entre voitures et motos, tenant en main des seaux remplis d'eau en sachet pour les vendre aux usagers. Cette activité commerciale se déroule à travers une chaîne de la production en passant par le transport jusqu'aux petits détaillants qui vendent cette marchandise dans les petits seaux. Tous ces jeunes qui, pour la plupart, quittent la campagne pour venir s'installer en ville, se frottent les mains à cette activité
Pourtant, cette production d'eau en sachet est interdite, portant l'arrêté numéro 10/138 MSG du 8 juin 2010 et s'explique par le fait que les sachets d'eau utilisés et jetés par la population rendent la ville insalubre et polluent également l'environnement. Il y a aussi les risques sanitaires pour la population qui consomme cela, car l'eau de forage utilisée par ces entreprises n'est pas souvent traitée et approuvée par les spécialistes. Malgré la mesure, ces eaux continuent d'être vendues tous les jours à la population qui la consomme, ignorant les dangers qu'encourt. La suite de l'actualité en santé, l'hémorragie de la délivrance, encore rappelée hémorragie du postpartum immédiat, constitue l'une des complications obstétricales de plus redoutables. Elle est l'une des principales causes de mortalité et de morbidité maternelle dans le monde. Quelles sont donc les causes ? Quelles sont aussi les conséquences et la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance? La réponse dans ce reportage que nous propose Roselyne Ndiakourba. L'hémorragie de la délivrance est une complication obstétricale grave qui survient après l'accouchement, au moment ou juste après l'expulsion du placenta. Selon Dr Banata Gangli Amandine, le taux de mortalité et de morbidité maternelle reste élevé au Tchad et cela est dû à l'hémorragie de la délivrance. L'hémorragie de la délivrance, c'est quand une femme accouche, elle peut saigner après pour différentes raisons. Donc le saignement se trouve au niveau de l'utérus. Donc après l'accouchement, il peut y avoir un saignement qui est anormal. Chez nous, au Tchad, on a un taux assez élevé de mortalité maternelle dû à l'hémorragie de la délivrance. Nos collègues gynécologues, ils font déjà de leur mieux. Il y a des fois où ils sont obligés de faire une hystérectomie, ça veut dire enlever carrément l'utérus de la dame pour lui permettre de vivre. La prise en charge de l'hémorragie de la délivrance est possible car elle suit les différentes étapes en fonction de la quantité du sang et le temps de saignement. On suit le patient en fonction de la quantité du sang, en fonction du temps, etc. On peut faire un tamponnement actuellement. Je crois qu'ils ont différentes étapes. C'est un chronogramme bien défini qui est là. Donc ils essayent de l'arrêter. Et soit, au pire, s'ils n'arrivent pas, carrément, ils sont obligés d'enlever l'utérus de la dame pour lui permettre de vivre. Mais pourtant, on peut éviter ça aujourd'hui. Si on a la table d'angiographie, on pourra juste faire une ponction au niveau de l'artère pour aller boucher les artères qui saignent. L'hémorragie de la délivrance constitue la mortalité liée à cette complication. L'encens tchadien connu localement sous le nom de Doukan est une tradition profondément enracinée dans la culture et la vie quotidienne des Tchadiens. Il se distingue donc par son parfum riche et boise qui est souvent le résultat d'un mélange de plusieurs ingrédients naturels. Mais la question posée est de savoir pourquoi les femmes tchadiennes aiment tant l'utiliser. Frida Ketem nous en parle. Les femmes tchadiennes, de par leur style soigné, se démarquent des autres par une odeur envoûtante et attirante qui provient de l'encens tchadien devenu une culture pour elles. Fait à base d'huile parfumée et des épices des bois, cette fabrication consiste à parfumer par exemple les maisons lors des cérémonies telles que le mariage ou la naissance. Son utilisation est profondément ancrée dans la culture et les traditions du Tchad. Bien plus qu'un simple parfum, il joue un rôle central dans le quotidien et dans la vie sociale des Tchadiens. Son utilisation est généralisée et dépend de tout un chacun. Le Doukan, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est bien pour nous les femmes. Parce que quand tu mets ça, quelquefois on met nos habits dessus, ça sent bon. Nous-mêmes on sent d'abord bien. C'est ce que les femmes aiment généralement. Là, ça donne une bonne odeur dans la maison et même sur son corps. Et ça peut retenir aussi le monsieur à la maison que d'aller chercher ailleurs. S'il trouve ailleurs, il va partir. Derrière cet amour dansant par les femmes tchadiennes se cache une autre motivation, celle venant des hommes qui aiment, sollicitent et encouragent leurs conjointes à l'utilisation de manière permanente. Car pour eux, les femmes qui l'utilisent ont une certaine attirance. Pourquoi c'est très important pour en tant qu'un homme tchadien, et comme ma mère est une femme tchadienne, elle aime Doukan, moi aussi j'aime. Sans ça là,
Il n'y a pas la valeur des femmes. Sans ça, là, je cherche ailleurs. C'est comme un chien, un homme. Quand tu fais l'odeur, si tu suis, c'est le mot d'odeur. Et quand ta femme a ça à la maison, tu peux rester à la maison. S'il n'y en a pas, tu peux aller chercher ailleurs. Mais derrière cet engouement, la mauvaise utilisation de ce produit cache des risques, surtout pour le cas des personnes atteintes d'asthme, des maladies pulmonaires ou respiratoires. Par conséquent, ceux-ci devraient l'utiliser avec modération. Bien qu'il soit utilisé par les Tchadiens, l'encens gagne en popularité à l'étranger et est exporté, chose qui rapporte dans l'économie tchadienne, bien qu'il soit minime. Son développement pourrait contribuer à diversifier l'économie de notre pays et à créer des opportunités d'emploi, surtout pour certaines jeunes filles et femmes au foyer voulant se lancer dans l'entrepreneuriat. Depuis longtemps oublié, le secteur touristique subit une véritable réforme. Son état actuel n'est pas très reluisant, mais d'ici 2030, le secteur du tourisme du Tchad pourrait être classé deuxième pourvoyeur des devises de l'économie nationale. Yaki Lydia nous en dit un peu plus. La principale richesse connue du Tchad est le pétrole. Seulement, à part le pétrole, le Tchad regorge de potentialités touristiques inestimables qui sont longtemps restées non exploitables. Du désert au nord à la savane du sud, le pays offre une variété de paysages qui va des dunes de sable aux montagnes et les collines, les lacs et les cours d'eau, chutes, variétés de faune et de flore. Sans oublier une multitude de cultures qui peuvent contribuer à faire décoller le secteur du tourisme. Le Tchad est un pays doté d'une très grande diversité de paysages liés aux forts contrastes géographiques et climatiques. Incontestablement, toute la partie nord du pays, en particulier le BET, est riche en sites touristiques, des grottes avec des peintures rupestres, de magnifiques oasis, le désert et les montagnes. Le lac Tchad constitue à lui tout seul une merveille touristique avec ses chenaux bordés de hautes herbes propices à l'observation de la faune. Le gouvernement a mis sur pied l'Office tchadien du tourisme qui a pour mission de promouvoir le secteur. Si l'apport du secteur touristique dans l'économie nationale n'était situé entre 5 et 7 milliards de francs CFA ces dernières années, l'OTT, l'Office tchadien du tourisme, œuvre d'arrache-pied pour atteindre 500 000 visiteurs par an. Pour cela, un travail de fond devrait se faire. Il consiste à répondre à la demande liée à l'évolution socio-économique et à former les jeunes dans les différents métiers du tourisme. D'abord, avec la croissance des activités liées au projet du pétrole et les nombreux déplacements d'experts et des chefs d'entreprise ou de consultants, il pouvait être envisagé de développer le tourisme d'affaires, pouvant inciter certains professionnels de passage au Tchad à prolonger leur séjour dans le pays. Ensuite, une seconde possibilité pourrait concerner l'écotourisme, afin de permettre à des amoureux de la culture ou à certains scientifiques de venir admirer sur le terrain des nombreux sites ou encore autres espèces rares et menacées. Hors de nos frontières, donc, une mission du FMI, Fonds monétaire international, dirigée par Edouard Chemayel, s'est rendue à Dakar au Sénégal du 19 au 26 août 2025 afin de discuter des mesures correctives à la suite du rapport de la Cour des comptes publié le 12 février 2025. La mission a échangé avec les autorités sénégalaises sur les actions nécessaires pour traiter le cas des déclarations erronées avant son examen par le conseil d'administration du FMI, a passé en revue la situation de la dette et a discuté des contours d'un éventuel nouveau programme appuyé par le FMI. Alphonsine Madilem, compte rendu. Conduite par Edouard Chemayel, chef de mission du FMI, la mission a pour objectif de faire la lumière sur les fausses informations budgétaires véhiculées dans le rapport de la Cour des comptes en période 2019-2023. Elle relève que l'exercice de réconciliation mené par le cabinet d'audit international Forrest Myers a permis de réviser le stock de la dette de l'administration centrale qui passe de 74,4% à 111,0%
% du PIB. Les statistiques révisées indiquent que la dette de l'administration centrale a atteint 118,8% du PIB. Le communiqué renchérit que malgré les défis budgétaires, l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience avec une accélération de la croissance à 12,1% en glissement annuel au premier trimestre de 2025, porté par l'essor du secteur des hydrocarbures. Le FMI réaffirme par ailleurs sa volonté d'accompagner le Sénégal dans la conception d'un nouveau programme de développement. Ainsi, 4 piliers stratégiques seront privilégiés, à savoir le renforcement de la gestion des finances publiques et de la transparence budgétaire, le soutien à la relance des secteurs stratégiques pour favoriser une croissance inclusive, le développement du capital humain et le renforcement de l'équité sociale et le renforcement de la résilience face aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles. Ces priorités visent à consolider la stabilité macroéconomique et à renforcer l'équilibre budgétaire, ce qui a permis aux deux parties d'avoir des discussions productives avec d'autres partenaires en vue de mettre en œuvre des projets et programmes de réforme ambitieuses. Alliance sur la stratégie nationale de développement, Vision 2050 et le plan de redressement économique et social dans les politiques publiques au pays de Bassirou Diomaye Faye. Et c'est tout pour cette édition. Merci à toute l'équipe et à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au revoir et à demain. Electron TV, la vision du futur.